RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. La suite de ce De quoi je me mail, le dimanche matin sur RMC, mais aussi sur la chaîne 01 TV, sur les box, sur évidemment YouTube et sur 01nettv.com. On va maintenant parler d'un sujet passionnant et vaste. Il s'agit du paiement. Vous l'avez remarqué, le paiement évolue. Perso, moi je n'ai plus de pièces, j'ai plus de billets. Aujourd'hui, je paye avec ma carte. Alors au début, on payait avec un code bancaire pour, on va dire, valider une transaction. Maintenant, il y a le sans contact. Et puis, il y a le mobile qui est arrivé. Aujourd'hui, on peut payer avec son mobile, avec Apple Pay, avec d'autres systèmes aussi concurrents. Et on peut même payer avec d'autres objets connectés comme une montre. Mais jusqu'où va aller ce paiement dématérialisé ? Comment tout ça va évoluer ? Est-ce que demain, on pourra payer simplement avec des systèmes biométriques, comme par exemple le visage ou la voix, ou l'empreinte digitale, tout simplement ? Eh bien, on va en parler avec mon invité. Loïs Moulin est dans ce studio. Bonjour Loïs. Bonjour François. Vous êtes directeur du développement chez Carte Bancaire CB. Voilà, on a tous une carte bancaire, plus ou moins, on a tous une carte forcément pour payer, avec des couleurs différentes, des logos différents, etc. Et vous êtes au cœur en fait du réacteur du paiement en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est vrai que ce logo carte bancaire CB, on le voit, mais on ne sait pas trop forcément ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et qui vous êtes en fait ? Tout à fait. Donc ce logo, c'est ce fameux CB blanc sur fond bleu-vert que tous les Français connaissent, parce qu'ils le voient chez les commerçants, sur Internet et sur leurs cartes. En fait, c'est le système de paiement par carte français, de paiement par carte et aujourd'hui par mobile, qui a été créé en 1984 sous l'impulsion de Pierre Bérégovoy avec les banques françaises pour créer un système qui soit souverain en France, et pas simplement un système étranger. À l'époque, il y avait déjà Visa et Mastercard. Donc il y avait déjà Visa et Mastercard. Tout à fait, c'était très marginal, mais ils étaient déjà présents. On payait à l'époque, la plupart des Français payaient par chèque ou par cash. Tout à fait. La carte en 84, j'ai regardé les chiffres, c'était moins de 1% en valeur des dépenses de consommation des ménages. Aujourd'hui, c'est quasiment 60%. Et donc, Carte bancaire CB, c'est un groupement d'intérêt économique qui rassemble les banques françaises pour organiser le fonctionnement de ce système en France, les normes techniques, les règles, la lutte contre la fraude et le développement marketing et technologique de ce moyen de paiement. Avec une invention française. Tout à fait. Qui arrive dans les années 80. Tout à fait. Et que l'on doit au génial Roland Moreno, qui est l'inventeur de la carte à puce. Tout à fait. Roland Moreno dépose un brevet sur la carte à puce. Un grand industriel français s'en empare, c'est Bull, pour le transformer en produit technologique. Et dans la vision de Pierre Bérégovoy, il y avait la volonté de valoriser cette filière technologique et industrielle. Et en fait, les champions mondiaux d'aujourd'hui sur la monétique s'appellent Worldline, Ingenico, Thales, Idemia. Dans les années 90, ils s'appelaient Gemalto, Schlumberger, Gemplus, Oberture, Ingenico déjà, Dassault Electronic Systems et Sligos. Et donc par le mécanisme des fusions, des concentrations, ils ont changé de nom, ils se sont rebrandés, mais ce sont quand même des champions d'origine française. Et donc une vision, on peut saluer la mémoire de Pierre Bérégovoy, une vision qui s'est réalisée à la fois sur l'instrument de paiement, qui est devenu le moyen de paiement préféré des consommateurs, et sur sa vision industrielle. Mais c'est génial, cette carte à puce, en fait, elle est partout. Elle est sur les cartes bancaires, elle était sur les cartes téléphoniques quand on était petit. Tout à fait. Elle est aujourd'hui dans les téléphones portables, parce qu'une carte SIM, c'est une carte à puce. Tout à fait. En fait, c'est une réussite française, mais qui a, on va dire, un retentissement mondial aujourd'hui. Tout à fait. Alors, nous, on a été le premier pays à développer la carte à puce pour les cartes bancaires. Ensuite, l'Europe s'y est mis, et maintenant le monde entier s'y est mis. Les USA s'y sont mis très tardivement, il y a encore quelques années. Voilà. Et d'ailleurs, certaines transactions se font encore avec la puce magnétique. Tout à fait. Aujourd'hui, aux États-Unis, le paiement par carte à puce n'est pas encore totalement généralisé. C'est encore la piste magnétique. C'est dingue. Alors que ça apporte évidemment, parce que la clé de tout ça, c'est plus de sécurité. Il est plus compliqué de pirater une carte à puce qu'une piste magnétique, j'imagine. Tout à fait. La fraude, d'ailleurs, la fraude a considérablement baissé grâce à la carte à puce en France, et elle continue à baisser également en commerce électronique par d'autres moyens. Mais effectivement, à l'époque, dans les années 80, il y avait le fameux phare à repasser.
Donc là, il n'y avait même pas de piste magnétique. Après, il y avait la piste magnétique où on signait simplement Ouais. son reçu. Et en fait, la puce, c'était la puce et le code confidentiel auquel on a habitué les Français. D'ailleurs, ça a pris un peu de temps pour déshabituer les Français du code confidentiel pour les convaincre d'utiliser le sans contact. Eh oui, mais on va en parler du sans contact parce que c'est l'évolution naturelle et, Tout à fait, et oui. c'est pas fini. Moi, je me souviens du sabot, hein, Oui, tout à fait, truc le de sabot. dingue, qui bousillait les cartes. On faisait 10 transactions avec un sabot, la carte bancaire, on pouvait la mettre à la poubelle, c'était un truc de dingue. Voilà, on disait il faut surtout pas mettre les Les cartes plus bancaires dans vieux les machines parce s'en que la souviennent. piste magnétique va disparaître, Ouais, etc. Oui, non, il y a eu évidemment beaucoup de mises au point technologiques avec les industriels pour que tout ça fonctionne de manière très fluide, mais maintenant tout ça est très Oui. efficace. Et puis les sabots n'existent plus, heureusement. Le sabot n'existe plus, voilà. Je suis persuadé qu'il y en a certains d'entre nous qui se souviennent de ces transactions un peu toujours aventureuses, hein, avec le sabot. On se dit, ah là là, est-ce que ma carte ne va pas être en 2 morceaux quand elle va ressortir? Alors on voit tout ça évoluer. Comment paie-t-on aujourd'hui, Louis Moulin? C'est quoi les clés du paiement en France? Alors en fait, on paye ce qu'on achète. Et en fait, la question, peut-être d'abord, c'est comment on achète aujourd'hui et comment on achetait hier. Hier, on achetait essentiellement dans le commerce physique, un peu par catalogue, sur les catalogues de la Redoute. Maintenant, le commerce physique, c'est 90% du commerce en France. Le commerce électronique avec Internet, c'est 10%. Et en fait, dans chacun de ces univers, on paye principalement avec sa carte bancaire. D'une manière générale, la carte bancaire CB, c'est 60% des dépenses de consommation des ménages en 2019. Donc en 84, c'était moins de 1%. En 2010, c'était autour de 45%, donc on a fait beaucoup de chemin. Et sur Internet, la carte bancaire, c'est 90% des paiements sur Internet. Le reste, c'est quoi? C'est PayPal? C'est d'autres systèmes de paiement alternatifs? Oui, alors ça peut être encore du chèque à la livraison. Parfois, vous pouvez payer par chèque à la livraison. Oui. Ça peut être PayPal, mais sachant que même derrière PayPal, souvent, vous avez votre carte bancaire CB derrière. Sauf si on a un RIB, parce qu'on peut mettre un RIB aussi. Parfois, vous pouvez faire un peu de prélèvement ou de virement, mais en France, c'est marginal. Donc, et le 60%, le complément, c'est dans le commerce physique, c'est les espèces, au moins autour de 30%. Le chèque autour encore de 10%, mais le chèque il est de moins en moins utilisé. Les commerçants le refusent de plus en plus. Et puis, pourquoi? Parce que c'est le moins sûr, en fait. Alors, c'est celui où il y a, c'est à la fois le moins pratique, il y a beaucoup de manipulations, ça prend du temps, c'est chronophage, et c'est fraudé. Il y a des risques. Et puis, il y a eu aussi, en 30 ans, beaucoup de changements technologiques. Alors, il y a eu la puce, qu'il a fallu généraliser. La généralisation, c'est 90. Il y a eu le sans contact introduit, donc, on va dire, premières expériences dans les années 2010. Il a vraiment décollé en 2012. Et puis, pour Internet, au début, on saisissait simplement son numéro de carte et sa date d'expiration. Et puis, il a fallu apporter un peu plus de sécurité. On a commencé à parler de méthodes d'authentification. Ouais. Les premières, c'était vous saisissiez votre date de naissance. Ensuite, on a généralisé la date de naissance. Voilà, généralisé ce qu'on a appelé l'OTP, le mot de passe à usage unique par SMS que nous avons tous connu. Et en fait, maintenant, pour améliorer encore la sécurité, en fait, on est en train de déployer, les banques sont en train de déployer des nouvelles méthodes d'authentification qui s'appuient principalement sur le smartphone. Et donc, vous saisissez un code numérique, en fait. Voilà. Ça, hein. Alors, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Et on est en plein milieu du déploiement. Moi, j'ai changé de méthode il y a un mois avec ma banque, d'autres ont commencé l'an dernier, etc. Voilà, et ça, ces nouvelles méthodes vont être généralisées avant la fin de l'année. En gros, là, c'est pour les achats sur Internet. Hein. Tout à fait. Vous achetez quelque chose sur Internet, vous validez votre achat et vous recevez une notification sur le smartphone. Vous lancez, en fait, vous êtes obligé de vous identifier sur votre appli mobile de votre banque. Tout à fait. De valider le paiement. Et là, paf, comme par magie, ça valide le paiement sur le site marchand. Ça remplace l'OTP par SMS et en fait, vous validez votre paiement soit par un code confidentiel, soit de plus en plus par la vérification de votre empreinte digitale, voire votre reconnaissance faciale. Voilà. Et ça, si le smartphone, des systèmes à la fois des banques, les banques l'autorisent et que le smartphone puisse le permettre. Tout ça pour réduire la fraude.
Oui. D'accord. Malgré tout, la fraude existe encore sur Alors, Internet. il y a un moyen de paiement, tous les moyens de paiement sont fraudés d'une manière générale. Il n'y a pas de risque zéro. En France, c'est le gouverneur de la Banque de France qui le disait, on a depuis très longtemps mis en place une concertation au sein de l'Observatoire pour que en fait, l'ensemble des acteurs de l'écosystème, les banques, les commerçants, les associations de consommateurs, la Banque de France, quelque part réfléchissent aux moyens de faire baisser la fraude. Et en fait, la fraude, elle est devenue très marginale en paiement de proximité grâce à la puce. Même avec le sans contact, elle reste très marginale. Elle reste encore élevée. Hein, on est autour de 0,16% en commerce électronique. Alors, élevé, c'est élevé pour les banques. Hein, c'est ceux qui supportent de la fraude. Bien sûr, oui, il faut savoir. Et ça, vous faites bien de le préciser. Il y a des assurances. Hein, à partir du moment où ce n'est pas nous qui effectuons l'achat et que c'est frauduleux, tout à fait. On est remboursé. Voilà. Hein, voilà. Le consommateur est totalement protégé par la loi qui instaure en gros un principe un petit peu, dès lors que le consommateur est victime d'une fraude, c'est la banque qui va prendre le préjudice. Et en fait, cette fraude, alors la bonne nouvelle quand même, c'est que cette fraude sur Internet, elle baisse depuis, c'est la 7e année ou la 8e année consécutive qu'elle baisse en valeur ou en taux d'abord, alors que le commerce électronique, lui, ne fait que croître en chiffre d'affaires. Louis Moulin, on voit que évidemment ces modes de paiement évoluent. Le sans contact, de plus en plus de Français l'adoptent. Et puis, il y a eu cette crise sanitaire, la Covid-19 qui est arrivée, où là même on a eu des communications gouvernementales, enfin des officiels qui disaient pour le paiement, privilégier le sans contact, etc. Arrêtons le cash, arrêtons les chèques, voilà. Il s'en est suivi même tout un dispositif pour augmenter justement le plafond de paiement via le sans contact. Est-ce que vous avez constaté un avant et un après Covid sur le paiement sans contact ? Alors, très clairement, oui. D'abord, il y a eu une accélération de l'utilisation de la carte, d'une manière générale. Alors, on n'est pas en mesure... D'une manière générale, la carte progresse chaque année, après année, dans les dépenses de consommation. Je disais 60% en 2019, on était à 58% en 2018. Donc, on va voir s'il va y avoir une rupture en 2020. Si on est à 65% en 2020, c'est qu'il y a une véritable rupture dans l'usage de la carte. Et dans l'usage du sans contact, la simple augmentation du plafond a donné un gisement de volume supplémentaire. En fait, ce qu'on a constaté, le sans contact, jusque mai, c'est entre 0 et 30. Avant le Covid, on est à 60% des paiements inférieurs à 30 € en magasin sans contact. Au jour d'aujourd'hui, on est à 70%. Donc en quelques mois, on a pris 10%. Avant le Covid, aucun paiement sans contact entre 30 et 50 €. Et oui, forcément, on à partir de mai, parce qu'on ne pouvait pas, évidemment, à partir de mai, au moment où, à partir de début juin, au moment où on ouvre le système, on fait beaucoup de communication, les banques font la communication, les commerçants font la communication, et on est à 40% des paiements entre 30 et 50 € qui sont payés en sans contact. Donc, il y a eu en fait un phénomène d'accoutumance extrêmement rapide des consommateurs. Ça veut dire que ça répondait à une vraie attente des commerçants et des consommateurs. Alors, entre 30 et 50 €, c'est pas tellement par rapport au cash, c'est que de toute façon, un paiement est confidentiel, le client touche un clavier, bien sûr. Le commerçant éventuellement touche votre carte physique, et donc voilà, il y avait la volonté de dire il faut diminuer les occasions de toucher des surfaces sur lesquelles on n'a pas nécessairement une grande vigilance. Et puis c'est plus pratique, accessoirement. Et là, c'est évidemment le sans contact, au début, il a surtout été introduit pour des raisons de praticité et surtout de rapidité. Et de rapidité, bien sûr. C'est un grand distributeur avait l'habitude de dire qu'une seconde de gagner à la caisse, c'est grosso modo 1 million d'euros d'économiser annuellement. Voilà. C'est dingue, ce chiffre. C'est fou. Parce que c'est le temps de passage aux caisses, les fils des clients, etc. Donc le sans contact, son premier intérêt, c'est la rapidité de passage aux caisses. Voilà. Louis Moulin, aujourd'hui c'est 50 €. Est-ce qu'on peut imaginer que ce plafond soit encore relevé tout en conservant, on va dire, une sécurité et un risque de fraude très bas ? Alors, le sans contact à 50 €, c'est sans contact et sans code confidentiel.
Donc ça ne va pas bouger dans les prochaines années, d'autant plus qu'il y a un règlement européen qui fixe la limite des paiements sans validation porteur, sans code confidentiel, à 50 €. Ce qui peut se passer, ce qui va se passer, c'est que vous avez déjà l'innovation sur laquelle on travaille d'ailleurs avec les industriels et les banques, c'est que vous avez une nouvelle carte qui arrive, qui est une carte où on embarque dessus un lecteur d'empreintes digitales. Et donc vous allez pouvoir payer sans contact en simplement posant votre pouce sur ce lecteur d'empreintes, sur la carte elle-même. Donc vous avez un geste unique. D'accord. Et là, vous pourrez faire des paiements sans contact pour tous les montants, puisque finalement, pour tous les montants, vous serez authentifié. Et ça se substituera au code confidentiel. Et ça se substituera au code confidentiel à 4 chiffres. Mais ça veut dire qu'il faut de la technologie dans cette carte bancaire. Tout à l'heure, je parlais de la filière industrielle. Et ben en fait, on travaille sur ce produit avec les mêmes, Idemia, Thales, depuis 3 ans. Effectivement, c'est un bijou, c'est un concentré de technologie, parce que vous avez une puce normale, vous avez un lecteur d'empreintes, un capteur qui doit être fiable pour que ça puisse marcher. Oui. Donc, il y a eu plusieurs générations, et en 2020, vous avez des banques qui vont commencer à faire de l'expérimentation commerciale. Ces données, moi j'en ai une dans ma poche, mais c'est un prototype encore qui a 1 an. Là, des clients de banque vont pouvoir tester ce produit. D'ailleurs, certains l'ont déjà testé en début d'année. Et voilà, il faut le retour. Parce qu'on sait que c'est très long, le processus bancaire est très très long. Il y a pas, j'imagine, plein de validations. Ça a un coût aussi. Qui va payer cette carte ? Alors ça, c'est le sujet pour les banques qui vont vouloir le mettre dans leur offre commerciale. C'est plus cher qu'une carte traditionnelle. C'est un bijou technologique, donc c'est une carte qui est effectivement en petite série plus chère. Donc, dans un premier temps, c'est une carte qui va être plutôt sur des segments très petits de marché. Je pense que commercialement, elle sera au catalogue de certaines banques véritablement l'an prochain. L'an prochain, voilà. D'accord. Vous voyez, on a commencé à l'incuber avec Idemia et Thales il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans de maturation technologique. Il fallait que les capteurs soient un peu plus fiables, etc. Et puis il y a un sujet aussi important, c'est que avant de payer, il faut enregistrer votre empreinte dans ce support. Et donc il faut que ça soit facile. Sinon le consommateur ne va pas l'adopter. C'est intéressant cette carte. On en reparlera parce que ça doit être un vrai bijou de technologie. Et puis il y a le paiement mobile, vous pouvez payer en sans contact, justement, j'allais venir. Est-ce que le mobile est un concurrent pour vous ou un allié ? Ah non, le mobile, en fait, n'est qu'un support. En fait, lorsque vous faites un paiement mobile Apple Pay ou Paylib, à l'intérieur, on passe par le groupement bancaire. On passe par une carte bancaire avec sa marque. Voilà. Pourquoi ne pas imaginer, en fait, pourquoi pas essayer de se débarrasser de cette carte plastique qui prend de la place, qu'on peut perdre. Je veux dire, est-ce que c'est dans les projets en fait de votre entreprise de transformer cette carte, peut-être de l'avoir sur mobile, peut-être un jour de ne plus avoir de carte, et que en fait notre corps ou avec certains indicateurs biométriques, on puisse payer. Alors, ça dépend à quel horizon on se projette. D'une manière générale, on voit les habitudes des clients pour utiliser un nouveau moyen de paiement ou un nouveau facteur de forme. C'est finalement la carte, le mobile, la montre connectée dont vous parliez tout à l'heure. Finalement, ça n'est qu'un facteur de forme. Juste une petite question là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui achètent avec leur mobile ou avec leur montre en France aujourd'hui. Ou est-ce que c'est vraiment, on va dire, des happy few, des geeks Alors, c'est encore très faible en termes de pourcentage. En gros, en 2018, la Banque de France communique des chiffres sur l'ensemble des paiements mobiles en France. Ça représentait 0,1% des paiements par carte. Ouais. Bon, 2018, c'est un gouffre dans le monde de la tech. Mais, tout à fait. En 2019, ça a certainement été multiplié par 3 ou par 4. Les chiffres vont bientôt sortir. Donc, ça reste... Mais c'est très faible. Ça reste très faible, mais avec un très fort taux de croissance. Un taux de croissance à 3 chiffres. Donc, quelque part, ça va. Le sans-contact carte, au tout début, c'était très petit, ça a mis du temps à décoller. Là, on est un petit peu dans la même courbe d'apprentissage, où ça reste encore très marginal, mais un taux de croissance important. Donc, ça va certainement franchir le pourcent dans un an
voire même Et quand avant. vous parlez de ce pourcent, c'est à la fois les montres et le mobile, ou c'est que Oui. les montres? Non, c'est le 1% ou le 0,1% de 2018 ou le Voilà, ça voilà. c'est le mobile. téléphone Non, et la montre. c'est tous les objets D'accord. connectés, mais c'est surtout Ok. le téléphone, Apple Pay, Paylib, Ok. sur iPhone, etc. La montre, alors la montre, là, c'est effectivement le G2, le Happy Few. Ça existe, hein, la montre connectée, mais c'est en fait la technologie permet de mettre dans n'importe quel objet Bien une sûr. montre, une bague, Ouais. Il y a une il y a épingle une de start-up, cravate, qui voilà. propose le paiement Tout à par fait. une bague, en fait. À un moment, on parlait tout. Oui, voilà. Après, il faut avoir envie de choisir une bague. Voilà, c'est Ça. Qu'est-ce qui prime la bague ou le paiement. Donc, ça va se développer. Il y a encore quand même une marge importante d'innovation pour la carte. C'est pour ça que je parlais de la carte avec l'empreinte digitale. Et je vois pas à 10 ans. Est-ce La que vous avez carte, un intérêt économique, vous, à garder une carte? Non. Non. En fait, on a Vous touchez un pourcentage, c'est ça, en Alors nous, gros? on est un groupement d'intérêt économique. Donc en fait, on n'est pas une entreprise commerciale. D'accord. On a été fondé sous ce statut. Donc les banques nous donnent un budget pour faire tourner le système, la lutte contre la D'accord. fraude, le Ouais. marketing, un petit peu de communication, etc. Mais on n'est pas directement intéressé. Voilà. En revanche, nous, ce qu'on regarde tous les jours, c'est l'évolution des volumes. Hein. L'évolution des volumes de transactions qui ont vocation à croître chaque année lorsqu'il n'y a pas de crise de la consommation des ménages comme il y a eu cette année. Alors je reviens à ma question tout à l'heure. Le paiement de demain, c'est quoi? Est-ce que demain, on pourra avoir certains indicateurs biométriques pour pouvoir payer et ne plus montrer un téléphone, une montre ou une carte? Est-ce que c'est envisageable, ça? Alors, de toute façon, déjà la biométrie, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors demain, aujourd'hui, on va dire que c'est presque demain. On parle beaucoup. Alors moi, il y a un contexte que j'aime bien, un concept, pardon, que j'aime bien. C'est ce qu'on appelle le commercial contextuel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la capacité à vouloir acheter dans n'importe quelle situation de la vie courante. Donc, imaginez, vous êtes dans votre voiture connectée et que vous voulez pré-réserver la distribution de carburant à la prochaine station-service ou tout simplement un panier repas également à la station-service, eh bien, vous allez pouvoir l'acheter, le commander dans votre voiture au volant et il va falloir que vous puissiez le payer. Et en fait, la biométrie vocale, la reconnaissance vocale va intervenir à la fois pour vous permettre de faire cette commande sans toucher votre smartphone. Oui, je vais faire le plein à la station Voilà, X à merci côté. de réserver, voilà. Et vous allez également pouvoir dire je suis d'accord pour payer 30 € de carburant. Ben ça, c'est déjà aujourd'hui. Là, on va avec le Lab by CB, on va lancer une expérimentation avec une start-up française. Donc La voix comme instrument de reconnaissance. Oui, la voix, c'est de la reconnaissance vocale et également de la biométrie vocale. On peut vous reconnaître grâce à votre voix. Alors après, il faut que ce genre de technologie soit acceptée par les consommateurs. Les consommateurs ont déjà adopté l'empreinte digitale, sont en train d'adopter la reconnaissance faciale. La reconnaissance vocale va arriver assez vite. Après des biométries plus intrusives, la reconnaissance du pouls, etc. Mais la reconnaissance faciale, on sait que c'est quand même très fiable. Est-ce qu'on peut imaginer demain, je passe dans ma petite supérette, je suis chargé, voilà, il faut que je pose mes trucs pour pouvoir payer ou avec mon téléphone ou avec ma carte. Est-ce que simplement, par exemple, en regardant une caméra, on pourrait dire, ok, c'est bien François Sorel, il valide son paiement et il s'en va sans rien faire d'autre. Est-ce que ça peut être un scénario du futur? C'est un scénario du futur, mais c'est déjà un scénario lorsque vous faites une transaction sur Internet, la fameuse authentification dont on parlait tout à l'heure. Parfois, si vous avez un smartphone de dernière génération, voilà. Si on a configuré le Face ID ou le Touch ID, oui, tout à fait. On vous reconnaît, et donc ça n'arrive pas encore dans le commerce physique, mais finalement toutes les technologies sont là pour que ça puisse arriver. Il faut simplement, au-delà de vous reconnaître vous, il faut qu'avant vous ayez enregistré votre instrument de paiement, parce que le visage de François Sorel, une bonne fois pour toutes, et après vous le faites, voilà, et après, phénoménal. voilà. En fait, il suffit d'avoir un objet personnel. Qui va valider en fait, voilà, et puis après on peut utiliser la biométrie faciale, la biométrie digitale comme outil de validation. Parce qu'il faut quand même que le client valide son opération de paiement. Oui.
Et ça, il y a un c'est- geste volontaire c'est ça. pour valider son Et le opération fait de de montrer paiement. son visage ne suffira pas. Non, non, il faudra, non. voilà, il faut, ou alors faut. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. C'est intéressant avec Amazon qui essaie de faire des magasins où on ne paye plus. Oui. Enfin, on paie, mais la transaction en fait est tellement naturelle que on achète, on sort du magasin. Et à partir du moment où on sort, on paye. Vous y croyez? Ça, c'est l'avenir? Ou c'est Alors- du marketing à la sauce Amazon? Alors, c'est le concept des magasins autonomes, hein, c'est voilà, qu'a effectivement inventé Amazon. Alors, c'est d'abord un mode de distribution commercial. Ça va arriver en France. Il y a déjà il y a une start-up française qui s'appelle Storelift qui propose un concept qui s'appelle Boxy. En fait, c'est un magasin autonome de petite taille dans lequel vous entrez, vous achetez et Et on vous ressort. payez à la sortie. Alors, vous payez en général en sans contact ou vous payez avec votre smartphone à la sortie. La Mais question, elle est Amazon, plus. c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'Amazon, je n'ai même pas à payer en fait. Je pense que en fait, le système vous reconnaît en rentrant, regarde ce que vous achetez, vous voit sortir, vous identifie et vous payez comme ça. Mais parce que Amazon, en fait, vous avez beaucoup d'entre nous ont déjà, et aux US encore plus, en fait, se sont enregistrés, ont mis leur instrument de paiement Ah, voilà, en c'est tant ça. qu'Amazon D'accord. Prime, etc. Donc, quelque part, vous avez un Oui, pré-enregistrement. j'achète du chez client. Amazon en fait. Vous achetez chez Voilà, c'est Amazon, ça. effectivement. Alors après, il y a, vous l'avez dit vous-même, il y a deux sujets. Il y a comment je paye, mais déjà comment on établit le montant de mon panier. Et là, vous avez beaucoup de technologies qui arrivent. L'intelligence artificielle, avec ce qu'on appelle le computer vision, où en fait c'est l'analyse des ordinateurs qui permettent de déterminer que vous avez soulevé tel paquet de céréales, l'a reconnu, donc a calculé son prix et vous présentera la note parce qu'à la fin, Mais oui, bien sûr. il même faudra si toujours vous avez payer. l'impression de ne pas avoir à payer, à la fin, il faut toujours payer, même chez Amazon. Ouais. Vous savez qu'à cause de vous, il y a Mais plein de gens qui ne voilà. se rendent pas compte qu'ils payent avec la carte. Hein, vous le savez, vous avez créé des tensions dans les ménages, hein, Louis Moulin. Ça sera le mot de la fin, d'ailleurs. Gentiment, hein, bien sûr. Merci en tout cas. Merci pour toutes ces précisions. On voit que le paiement évolue. C'est passionnant hein, comme sujet, parce qu'on paye tout au quotidien. Et demain, vous le verrez, on paiera sans doute différemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ce François. de quoi je me mêle est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci de nous suivre à la fois sur RMC le dimanche matin, mais aussi sur YouTube, sur 01nettv.com et sur la chaîne 01 TV sur les box. Portez-vous bien, bon week-end, à très vite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.